Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction et remerciements. Depuis plus de 10 ans, j'ai donné une dizaine de cours-conférences à l'Académie royale des sciences de Belgique. J'ai été honoré de tenir la chaire Lavoisier et de participer avec le vicomte Étienne d'Avignon et l'intellectuel engagé Jacques Attali au colloque de l'Académie sur l'Europe en 2050. Je tiens à remercier le secrétaire perpétuel de l'Académie, le professeur Hervé Asquin et l'ambassadeur Philippe de Choutette de Tervarent qui, les premiers, m'ont invité à l'Académie à tenir un cours-conférence sur la prospective en Europe. Un grand merci à l'ancien PDG de Solvay, M. Christian Jourquin, qui m'a fait l'honneur de préfacer mon livre et qui a promu la chaire Lavoisier à l'Académie sur le thème de la durabilité, sujet qui sert de fil conducteur à ce livre. Je remercie Maître Xavier Dieu et l'ingénieur Luc Cheffneux qui ont dirigé avec maestria la classe Technologie et Société de l'Académie. Mes vifs remerciements à mes collègues de la Commission européenne et aux professeurs avec qui j'ai échangé tant d'idées sur la construction européenne, l'énergie, l'environnement et le développement technologique. Je pense à Ezio Andretta, Peter Dreul, Jean-François Marchipon, Jean-Michel Bert et Pierre Valette, avec qui j'ai travaillé plus de 10 ans. J'ai aussi beaucoup appris des professeurs Jean-Marie Chevalier, Paul Zagamé, Luc Saute, Michel Dumoulin et Christian Franck. Un livre, c'est du temps. Beaucoup de temps que je n'ai pas consacré à ma famille et en premier lieu, à Lara, mon épouse et à mes 3 enfants Alessandro, Maria et Pablo. Je remercie vivement ma fille qui a relu attentivement ce livre, mon père qui m'a transmis le virus de l'Europe, depuis mon adolescence et ma mère qui m'a fait découvrir la littérature et la poésie dès mon plus jeune âge. Je profite de ce livre pour structurer mes réflexions, souvent déjà publiées dans la presse, dans des revues scientifiques ou de vulgarisation sur des thèmes politiques, économiques, énergétiques et environnementaux qui me tiennent à cœur et qui ont toujours eu l'Europe comme point focal. Enthousiaste mais réaliste sur l'unité de l'Europe, je fonde ces réflexions sur mes lectures, analyses et expériences de plus de 20 ans comme fonctionnaire à la Commission européenne et comme secrétaire général de la section belge de l'Union des fédéralistes européens. Jeune chercheur à l'université, mes premiers articles traitaient des interactions entre la science, la technologie et la société. J'ai été au début de ma carrière européenne en charge des modèles énergie, économie, environnement, des perspectives énergétiques mondiales et technologiques, et de la quantification des coûts externes de l'énergie, coûts sociaux et environnementaux. Responsable de la prospective pendant 5 ans dans le cadre des recherches européennes en sciences économiques, sociales et humaines, je situe la prospective entre l'imagination, la planification et la prévision. J'ai coordonné plus tard le programme européen de recherche et innovation Horizon 2020, relatif à l'Europe dans un monde en évolution, sociétés inclusives, innovantes et réflexives, dont le titre suffit à montrer l'importance du passé et de l'avenir pour aborder notre présent avec élan. 60 ans après la signature des traités de Rome, j'ai redécouvert la déclaration Schuman, si ancienne et actuelle à la fois, en étant le chef d'unité adjoint pour le Fonds de recherche sur le charbon et l'acier. Aujourd'hui, je suis passé au 3e traité fondateur de l'Europe communautaire en tant que chef d'unité adjoint pour la recherche Euratom qui couvre tant la fission que la fusion nucléaire dans la direction Planète Propre, de la DG Recherche et Innovation. Auteur des livres The Power of Science, Peter Lang et Ville phare de l'Union européenne, Homme international, et de 150 articles scientifiques et de vulgarisation, je vous invite dans les pages qui suivent à parcourir les sentiers de cette Europe dont les imperfections ne sont que la manifestation provisoire de sa nécessaire construction. La Grande Allemagne ne représentera plus, à l'horizon 2050, que moins d'1% de la population mondiale. Il n'y a que des petits pays en Europe mais certains ne le savent pas, écrivait Paul-Henri Spaak dans les années 50. Imaginons ce qu'il dirait aujourd'hui. Et j'en suis convaincu y compris pour la France éternelle, le British Empire ou Roma Caput Mundi. Les avancées dans la construction européenne ne se font que trop, lentement, pas à pas, alors que nous devrions faire un grand saut dans l'intégration afin d'affronter les défis de demain comme les changements climatiques, la sécurité énergétique, la question des migrations et des pandémies. Les idéaux politiques ont perdu leur élan. Il y a moins d'engagement dans les partis,
les syndicats ou les groupes d'étudiants. Mais en même temps, deux grandes tendances émergent en Europe. L'une va vers l'autonomisation individuelle, individual empowerment, et l'autre vers l'économie partagée, shared economy. L'homme n'a jamais été aussi indépendant de son destin qu'au XXIe siècle, et jamais il n'a été tellement lié aux autres hommes, crowdsourcing, crowdfunding, co-creation, crowd-innovation, sans parler des réseaux sociaux. Les lieux, souvent aussi virtuels, de fertilisation croisée et où l'on échange, se multiplient. On partage des connaissances, des expériences et des savoir-faire. Il n'y a plus un ou deux réseaux, familles, amis proches, mais des dizaines de réseaux parfois avec plusieurs milliers de participants. Ma génération a connu la multiplication des méga-cités, ces villes de plus de 10 millions d'habitants qui n'étaient que deux en 1950, New York et Tokyo, et seront une trentaine en 2050. Je fais l'éloge de la densité car lorsqu'une ville est dense, elle consomme moins d'énergie et pollue moins. Mais je parle aussi du cauchemar de l'hyperconcentration où l'homme risque d'étouffer, au sens propre et figuré. J'ai cette idée philosophique de l'homme, gardien de la terre et jardinier de la planète qui doit l'exploiter mais en prendre soin, la façonner pour l'embellir. Cela commence à faire partie de la norme, particulièrement en Europe. Le tri sélectif des déchets est un bon exemple. De même que les changements de comportement, échanges, locations qui vont plus vers l'usus que la proprietas. Mais nous continuons à extraire le pétrole jusque dans les entrailles de la terre, toujours plus profondément dans des puits de plus de 3000 mètres de profondeur. Nous sommes encore trop dans la culture du jetable et du gaspillage, plutôt que de l'économie circulaire. En même temps, la prise de conscience naît d'une qualité de vie, d'un bien-être au-delà du PIB, d'un monde post-fossile et de biens matériels abusivement mis en exergue depuis les années 80. L'Europe a beaucoup de difficultés dont la crise du Covid. La croissance économique n'est plus au rendez-vous. La cohésion sociale a tendance à se déliter. Les impacts du changement climatique commencent à se vivre au quotidien. L'Europe est en crise et fait face à un certain déficit démocratique. Mais nous avons fait des pas de géant. L'espérance de vie est arrivée à un niveau difficilement imaginable pour nos grands-parents. Le vieillissement en bonne santé n'est plus un leurre. Le nombre de jeunes à l'université n'a jamais été aussi élevé. Notre mode de vie européen est envié de par le monde. En prospective, lorsqu'on se demande ce qu'il en sera dans 20 ou 30 ans, les perspectives annoncées sont relativement correctes en matière économique et démographique. Mais deux éléments restent très imprévisibles. Les mouvements sociaux, confère printemps arabe, gilets jaunes, etc. et les développements technologiques, quid de l'intelligence artificielle ou de la robotique. Il y aura toujours une élite qui tire par le haut, que ce soit dans le domaine économique, politique ou social. Cette élite a tendance aujourd'hui à faire de très bonnes analyses de ce qui ne va pas, mais pêche à proposer des options concrètes d'avenir. Je propose aux dirigeants de s'immiscer dans un bain de prospective, d'oser l'action au sens du philosophe français Maurice Blondel. Que dans chacune des interventions, les spécialistes de toutes les disciplines, outre des analyses pointues du passé, proposent des feuilles de route concrètes avec des bornes millières d'initiatives pragmatiques d'avenir. Je me suis inscrit dans cette optique dans les pages qui suivent. Mes idées et propositions seront qualifiées par certains de douce utopie, par d'autres de mainstream policy voire de réel politique. D'après moi, plaider par exemple que la solution au problème de la globalisation se trouve au niveau national, c'est mentir. Les leaders qui prônent ce repli identitaire et local assurent à leurs citoyens la régression sur tous les tableaux. L'élite doit montrer la voie par le haut et orienter l'avenir ad maiora. Elle ne doit pas proposer des solutions passéistes mais diriger le monde vers le beau, le bien et le juste. Sans émulation qui permet de se confronter aux autres dans le sens noble du terme, pour s'améliorer, il n'y a pas d'évolution et de progrès. Nous avons besoin d'émulation économique et de cohésion sociale, afin de construire ensemble cette Europe de demain où chaque habitant de l'Union se rendra compte de la vanité des frontières nationales. L'homme extrait en 2020 dans le monde près de 80 milliards de tonnes de ressources naturelles, minéraux, biomasse, métaux, de la Terre contre 40 milliards de tonnes en 1980. Avec ses efforts ambitieux de promotion des énergies renouvelables, d'amélioration de l'efficacité énergétique et de réduction de gaz à effet de serre,
l'Europe peut s'enorgueillir de montrer la voie d'une transition durable vers un pacte vert. Un avenir respectueux des volontés des pères fondateurs de l'Europe est possible et souhaitable. Il passe par un renouvellement des piliers de la connaissance, éducation et recherche, une relance de l'innovation tant technologique que sociale et par la mise en œuvre du développement durable. L'Europe peut être l'exemple du monde par son souci de l'équilibre entre respect et exploitation de la nature, entre saine concurrence et fraternité sociale. Chapitre I. L'Europe de demain, enjeux et prospectives. Quel monde, quelle Europe? Analyser le passé et se projeter dans l'avenir afin de façonner le présent. Voilà l'objectif ambitieux de la prospective. Quels sont les grands enjeux de demain et comment y faire face dès aujourd'hui? Afin d'y voir plus clair, analysons les grandes tendances, tensions et possibles transitions telles qu'esquissées dans le rapport de la Commission intitulé Le monde en 2025, la montée de l'Asie et la transition socio-écologique. Parmi les grandes tendances, on peut en énumérer 3. Premièrement, la montée de l'Asie. Tant sur le plan démographique qu'économique et scientifique, le XXIe siècle sera probablement le siècle de l'Asie. Avec 2/3 de la population mondiale, l'Asie sera le premier producteur et le premier exportateur mondial du monde. La Chine et l'Inde représentent déjà près de 20% de la recherche et développement, R&D, mondiale. Deuxième tendance, le dénuement et la mobilité des hommes et des femmes. Surtout dans les pays en développement, les bidonvilles vont se multiplier dans les mégacités. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, plus de la moitié des hommes et des femmes vivent dans les villes. Ces dernières se sont multipliées de façon exponentielle ces dernières décennies. À titre d'exemple, Istanbul est passé de 1 à 11 millions d'habitants entre 1950 et aujourd'hui. En outre, dans la plupart des pays d'Afrique noire, plus de 50% de la population vit dans les bidonvilles. En Inde et en Chine, près d'un quart de la population vit dans des situations de pauvreté urbaine. Un habitant sur 3 à Rio, à Islamabad ou à Manille vit dans un logement insalubre et misérable comme le révèlent les chiffres de la Banque mondiale et de Un Habitat. Troisième tendance, la rareté croissante des ressources naturelles et la vulnérabilité de la planète. D'ici 20 ans, la demande mondiale d'énergie augmentera de près de 40% alors que 3 milliards de personnes manqueront d'eau. La sécurité et parfois la survie de millions de personnes sont en jeu sans compter les risques potentiellement catastrophiques des changements climatiques. Plusieurs tensions peuvent être relevées pour les prochaines années, entre le mode actuel de production et de consommation et la disponibilité des ressources, que ce soit dans le domaine alimentaire, de l'eau, des matières premières ou de l'énergie. Une autre tension se trouve dans l'interdépendance économique croissante du monde, alors que des conceptions opposées s'affrontent sur la gouvernance mondiale. Quid par exemple des droits de l'homme et de la femme ou de la démocratie, à l'échelle du globe au cours des 2 prochaines décennies? Dernière tension importante, entre cosmopolitisme et difficile intégration des cultures étrangères. On assistera en même temps à une plus grande proximité spatiale, urbanisation accélérée, alors que fruit des phénomènes migratoires, des cultures et des populations toujours plus différentes se côtoieront. Quelle grande transition découle de ces tendances et de ces tensions? Tout d'abord, le passage vers un nouveau modèle de développement socio-écologique. Pour répondre aux besoins d'une population estimée à 10 milliards en 2050, d'importants efforts seront nécessaires qu'il s'agisse de développement technologique, d'incitants économiques et de changements de comportement. Deuxième transition vers gouvernance mondiale. L'émergence du G20 est sans doute la démonstration la plus visible de l'émergence de nouveaux acteurs mondiaux. De l'hyperpuissance américaine dont on a parlé après la guerre froide, la Chine s'affirme alors que la planète n'a jamais eu autant besoin d'une gouvernance mondiale. Troisième transition, vers la grande Europe intégrée. Si l'Europe veut continuer à orienter et guider la mondialisation, elle doit proclamer une déclaration d'interdépendance et être la championne d'une nouvelle gouvernance qui aurait à cœur de résoudre les questions sanitaires, confère pandémie, sociale, confère droits des travailleurs et environnementale, confère pollueur-payeur. Bref, une gouvernance mondiale qui intégrerait les coûts externes dont on parle en détail dans le chapitre suivant. La pauvreté,
la globalisation, les changements de paradigme sont autant de défis qui demandent à l'Europe de jouer un rôle de leader mondial. Son équilibre entre liberté et égalité, capitalisme et socialisme, compétitivité et solidarité, unité et diversité, religion et laïcité, urbanisme et ruralité, innovation et tradition, respect de la personne et souci de la collectivité sont autant d'éléments qui forgent l'identité des Européens. Ces caractéristiques intrinsèquement européennes ont une grande valeur. Si l'Union parvient à mieux les exploiter sur la scène mondiale, elle réussira sans doute mieux que d'autres régions du monde à relever les grands défis démographiques, politiques, économiques, technologiques et climatiques qui nous attendent. Au XXIe siècle, aucun pays de l'Union européenne pris séparément ne sera parmi les 20 pays les plus peuplés du monde. Il faut en prendre acte et agir en conséquence. Si les États membres veulent continuer à peser sur la scène internationale, ils n'ont pas le choix. Ils doivent établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. Cette phrase n'est pas prospective. Elle est tirée du préambule du traité de Rome de 1957. Déclin ou renaissance ? Quel avenir pour l'Europe ? L'effort de regarder loin et large permet de distinguer l'essentiel de l'accessoire, de déceler les tendances lourdes et d'essayer de mieux façonner l'avenir. C'est sur ces points que j'insistais lors de mon cours conférence sur la prospective, défis, limites et résultats à l'Académie royale des sciences. Dans 40 ans, l'Union européenne comptera plus de 150 millions de femmes et d'hommes âgés de plus de 65 ans. L'équivalent de la population française actuelle, plus de 60 millions de personnes, devrait avoir plus de 85 ans dans l'Union européenne en 2060. Dans 30 ans, la part du PIB européen ne comptera que pour 10% de la richesse mondiale contre 17% aujourd'hui. La part de l'Asie, qui faisait jeu égal avec l'Europe en 2000, sera multipliée par 2. Dans 20 ans, l'urbanisation comptera pour plus de 60% des habitants de la Terre. Les méga-cités qui se comptaient sur les doigts d'une main en 1950 se compteront par dizaines en 2050, en particulier en Asie. Dans 10 ans, l'UE importera 70% de ses besoins énergétiques de pays tiers essentiellement du Moyen-Orient et de la Russie pour les hydrocarbures. Le pétrole pourrait rester vraisemblablement dominant dans les transports et le gaz naturel important dans la production d'électricité et les usages domestiques, chauffage. Plus vieille que jamais, voyant sa force économique et démographique réduite à sa fraction la plus incongrue depuis 2 siècles et toujours plus dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements énergétiques, que peut faire l'Europe ? Pour le court terme, l'Europe doit s'orienter vers une croissance basée sur l'innovation, sur l'usage rationnel des ressources naturelles, développement durable, et sur l'inclusion sociale et la lutte contre les inégalités. Mais pour le long terme, un travail de longue haleine est nécessaire. Premièrement, le vieillissement ne doit plus être considéré comme un problème et un coût, mais plutôt comme un atout et un avantage. Vivre mieux et plus longtemps n'est-il pas le plus grand progrès de l'humanité ? Mais si des femmes et des hommes arrivent en forme à l'âge de la retraite, il faut exploiter leurs compétences et leurs expériences. Des pans entiers de l'économie pourraient en profiter, en commençant par l'éducation. Les aînés utiliseraient ainsi une partie de leur temps à l'apprentissage des jeunes, et notamment des milieux plus défavorisés. Ce ne serait plus l'enseignant fatigué, mais le retraité revigoré par cette activité qui donnerait les cours de rattrapage aux jeunes en difficulté et ou issus de l'immigration. Au-delà des autorités publiques, l'entrepreneuriat social, les associations et les coopératives auront un rôle clé à jouer afin de rendre opérationnel ce vieillissement actif et en bonne santé. Deuxièmement, si l'Europe veut assumer un rôle dans l'économie de demain, elle doit innover. L'innovation a pris un nouveau visage. Elle n'est plus seulement industrielle et technologique, nouveaux procédés et produits manufacturés. Elle est de plus en plus liée aux services et à l'interface des utilisateurs. Elle n'est plus cloisonnée au sein d'un laboratoire, d'une firme ou d'un pays, mais elle est devenue ouverte et globale. Une condition sine qua non à l'innovation en Europe consiste à rendre effective la libre circulation de la connaissance. Si elle reste morcelée en 27 et si elle ne bénéficie pas des effets d'entraînement du reste du monde, international spillovers, la connaissance ne parvient pas à se métamorphoser en innovation, en richesse et au final en bien-être social.
Troisièmement, depuis Athènes et Rome jusqu'aux grandes métropoles du XIXe siècle en passant par l'émulation des villes de la Renaissance et la vigueur commerciale des villes hanséatiques, l'Europe a un savoir-faire urbain qu'elle peut exploiter. Qu'il s'agisse de participation démocratique, d'architecture, d'aménagement urbain, de mixité sociale ou de noyaux commerciaux, de nombreuses villes peuvent servir de modèle dans le monde de plus en plus urbanisé qui se dessine. Si son développement économique se poursuit, la Chine par exemple, aura besoin de construire 200 villes d'1 million d'habitants afin d'accueillir ses ruraux au cours des 20 prochaines années. Dernièrement, tant pour des raisons de sécurité que de compétitivité et de durabilité, l'Union européenne doit transformer son système de production et de consommation trop dépendant des combustibles fossiles. Sans même parler des nouvelles technologies, la meilleure source d'énergie est celle que l'on n'utilise pas. Un potentiel énorme existe et à coût zéro. Réduire la température de 22 degrés à 19 degrés Celsius dans son logement permet de réduire la consommation énergétique de 20% dans le bâtiment et ne requiert qu'un minimum d'effort, garder son pull. Manger des fruits et légumes de saison ou marcher 30 minutes par jour sont non seulement des conseils médicaux pour vivre en meilleure santé mais aussi pour réduire la demande de pétrole pour les transports. Le déclin européen n'est pas inéluctable. Un rinascimento est possible et l'Europe peut devenir un exemple mondial. Elle doit démontrer qu'une gestion intelligente du troisième, voire du quatrième âge, est souhaitable et bénéfique pour l'économie et la société. Elle doit réussir à exploiter sa masse critique de chercheurs en travaillant à l'échelle du continent plutôt que de 27 petits systèmes, et à attirer les talents du monde en devenant un hub mondial de la connaissance. L'Union européenne doit tirer profit de son histoire séculaire de développement urbain en termes de tourisme mais aussi d'aménagement du territoire, de transport public et d'espace de vie, toutes des meilleures pratiques utilement exportables. L'Europe et surtout les Européens doivent prendre conscience que leurs comportements individuels permettent de très largement changer la donne en matière énergétique et environnementale, notamment dans les secteurs des transports et du bâtiment. Les notions de Beyond GDP, au-delà du PIB, de développement humain, d'industrie 5.0 et d'éco-innovation méritent certainement d'être promues. Il faut passer de la valeur en bourse aux valeurs des acteurs. Ces notions caractérisent sans doute le modèle de société que l'Europe pourrait porter en étendard dans le monde de demain. Union européenne, Chine, États-Unis ? Si l'on se projette dans l'avenir et si l'on s'efforce de chiffrer les enjeux, tant sur le plan démographique, scientifique qu'économique et géopolitique, plusieurs points saillants inspirent la réflexion et devraient stimuler l'action sur le plan de l'Europe communautaire. D'après les perspectives démographiques des Nations Unies, en 2030, la Chine et l'Inde compteront chacune plus d'1,5 milliard de personnes. Les États-Unis auront près de 350 millions d'habitants suivis par des pays comme l'Indonésie et le Pakistan avec environ 250 millions de personnes. Pris séparément, même le plus grand pays de l'Union européenne d'aujourd'hui, l'Allemagne, serait à peine classé dans le top 20 des grandes nations du monde. Prise dans son entièreté, l'Europe communautaire se trouverait à la 3e place, environ 500 millions d'habitants pour l'UE des 27. Avec 2/3 de la population mondiale, l'Asie sera le premier producteur et le premier exportateur mondial. On s'attend à ce moment-là que la Chine et l'Inde représentent 20% de la recherche et développement, R&D, mondiale faisant jeu quasiment égal avec les États-Unis et l'Europe. En matière de R&D, l'Europe stagne à environ 2% de son PIB consacré à la recherche alors que le Japon dépasse les 3% et que la Chine a doublé ses efforts en moins de 10 ans et consacre plus de 1,5% de sa richesse aux investissements en R&D. Le groupe de réflexion Europe 2030 présidé par l'ancien Premier ministre espagnol Felipe González relève le choix fondamental auquel est confrontée l'UE, soit le début d'une nouvelle phase pour l'UE et les 50 prochaines années pourraient voir l'Europe s'affirmer en tant qu'acteur mondial, soit l'Union et ses États membres pourraient s'enfoncer dans la marginalisation et devenir une péninsule occidentale de plus en plus négligeable du continent asiatique. Si nous ne nous unissons pas plus en Europe, au cours de géographie, nos enfants risquent d'avoir de nouveaux atlas où l'Europe ne serait plus au centre mais à la périphérie du monde. Regardons les chiffres du passé. Les métropoles d'antan ont perdu de leur immensité.
Il est loin le temps de la première exposition universelle de Londres de 1851 ou de Paris de 1889. En 2010, le thème Better City, Better Life est débattu et exposé à Shanghai. La Coupe du monde de football se joue en Afrique du Sud. Les plus prestigieux bâtiments de la planète se construisent à Dubaï, Taipei et Kuala Lumpur. Mais l'harmonie heureuse d'activités productives et récréatives, de bureaux et d'espaces verts, de transports publics et individuels, de bâtis et de naturels se trouve à merveille dans des centaines de villes européennes à taille humaine. Entre 1950 et aujourd'hui, une ville comme Mexico est passée de 3 à plus de 25 millions d'habitants, Séoul de 1 à 23, Bombay de 3 à 21, Lagos de 0,5 à 14 et Téhéran de 1 à 12. En Europe, nous n'avons pas de mégacités avec leurs caractéristiques positives et négatives. Puissante force d'attrait économique mais aussi lieu de pauvreté où les innombrables bidonvilles et favelas reflètent le même dénuement des enfants, des femmes et des hommes d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine comme le relève Mike Davis dans son Planet of Slums. Dans les pays en développement et émergés, les distinctions riches-pauvres sont aussi fortes que difficilement acceptables pour des esprits européens habitués depuis plusieurs générations à un équilibre entre la liberté d'entreprendre et le souci des moins nantis. Si l'on analyse à présent la demande en énergie, l'Europe importe presque 60% de ses besoins. Ce chiffre pourrait atteindre 70% d'ici 10 ans, et la situation est particulièrement délicate pour le pétrole et le gaz naturel qui proviennent essentiellement de pays géopolitiquement sensibles. Face aux défis de la sécurité d'approvisionnement énergétique et du changement climatique, confère. Protocole de Kyoto, Accord de Paris, l'Europe unie a adopté des objectifs ambitieux et réalisables en termes de réduction de gaz à effet de serre, de part d'énergie renouvelable et d'amélioration de l'efficacité énergétique à atteindre. Actuellement, l'objectif européen est de réduire de 40% les gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Mais cet objectif pourrait être relevé à 50%, voire 55% en vue d'atteindre la neutralité carbone en 2050 comme proposé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Cet objectif, qui ferait de l'Europe l'avant-garde mondiale de la lutte contre les changements climatiques, requiert de réviser le système d'échange des permis à polluer, Emission Trading Scheme ETS, de repenser les efforts à fournir par les secteurs non couverts par l'ETS comme les transports, les bâtiments et l'agriculture, Effort Sharing Régulation, d'analyser à l'aune des dernières publications scientifiques le potentiel des puits de carbone, confère usage des sols et le rôle de l'aviation et du transport maritime. Les pans entiers de l'architecture énergétique européenne sont à revisiter comme le rôle des économies d'énergie et de l'efficacité énergétique, la politique des énergies renouvelables et des autres politiques sectorielles comme l'EPBD, Energy Performance of Building Directive, ou l'éco-design. À cela s'ajoute l'important mais délicat projet de mécanisme de taxation carbone aux frontières de l'UE, qui fait partie des propositions pour le Pacte vert, Green Deal. La rareté croissante des ressources naturelles et la vulnérabilité de la planète font par exemple que près de 3 milliards de personnes manqueront d'eau au cours des 20 prochaines années sans compter les risques potentiellement catastrophiques du réchauffement planétaire en termes d'événements naturels violents, de sécheresse ou d'inondations qui pourraient donner lieu à des migrations massives et des émeutes sociales dans de nombreuses parties du monde. Que ce soit en termes de science et de technologie, de tendances démographiques et économiques, de commerce international ou d'urbanisation, un certain basculement vers l'Asie semble indéniable et le rôle central de l'Europe dans la gestion des affaires du monde est régulièrement mis en question. Mais l'Europe a toute sa place dans le monde de demain. Son mode de production et de consommation est à mi-chemin entre les excès américains, hyperconsommation, et les désirs de croissance des Brésiliens, Russes, Indiens et Chinois, BRICS. Son usage des ressources n'a d'égal que ses préoccupations pour le développement durable. Son économie sociale de marché prend globalement bien en considération tant les besoins sociaux que les libertés individuelles. Son usage des sols ancestrales est marqué aussi bien par le monde rural que par des siècles d'urbanisation. Sa qualité de travail, agriculture et industrie mais surtout services, cohabitent avec un bien-être élevé. Le monde change vite. Petits et isolés, les États européens pris séparément sont voués au déclin maintenant ou dans un proche avenir.
Burinée de liberté et d'égalité, forte et unie, sûre de son identité et confiante dans son avenir, l'Europe pourra faire face aux enjeux des prochaines décennies. G2, G3, G7, G8 ou G20 ? Au vu de la crise actuelle, certains parlent de l'émergence d'un G2 qui serait une sorte de directoire mondial des États-Unis et de la Chine. D'autres vont même jusqu'à prédire la fin de l'Occident. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.